Nos amis sont toujours là. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom, le journaliste togolais Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, et l'analyste politique Gabin Adjao. On va prendre la direction de Bangui en République centrafricaine. Le pays est confronté à une grave crise alimentaire, a averti mardi le programme alimentaire mondial, PAM, indiquant qu'il s'attendait à une dépendance continue à l'égard de l'aide humanitaire en 2022 et 2023. La République centrafricaine fait face à des besoins humanitaires inédits et à la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire se détériore, a déclaré mardi Thomson Phiri, porte-parole de l'organisme onusien. On commence par qui? Gabin Adjao ou Johnson? Vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais je voudrais juste continuer par rapport au Mali. Ouais, en quelques secondes. C'est pour dire qu'au fait, la CEDEAO est très bien en position de sanctionner économiquement tous les États qui ne sont pas en règle avec la communauté. Parce que vu avec la Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire, oui, parce que les sanctions qui sont de trois types au niveau de la communauté disent également que le pays en faute peut être suspendu de toutes les activités de la communauté. Quand on parle d'activité, ça regroupe tout, et donc même le volet économique. Et donc, lorsqu'on vous suspend des activités de la communauté, c'est que vous ne pourrez même plus commercer avec qui que ce soit au sein de la communauté. C'est juste pour dire que Firmin disait que les sanctions ont profité à la CEDEAO pour s'affirmer. On est d'accord sur la logique, mais la CEDEAO est composée de citoyens. Mais tous ces citoyens ont souffert de ces sanctions-là. Finalement, on dit que les sanctions n'ont profité à personne. Même si sur le plan politique, la CEDEAO peut se vanter d'avoir fait reculer un peu la junte malienne, néanmoins, ces citoyens ont souffert de ces sanctions. Alors, Gabin, on vous retrouve avec le Centrafrique qui a aussi un partenariat, si on peut le dire, avec la Russie, un partenariat surtout sécuritaire comme le Mali, qui vit une crise alimentaire. Oui, aujourd'hui on parle de crise alimentaire aiguë. Ça avait été révélé depuis mai 2021, je pense, mais je ne sais pas ce que la FAO a attendu jusque-là pour pouvoir déclarer ce cas d'insécurité alimentaire. Entre-temps, on nous avait parlé de 204 millions de dollars de besoins pour pouvoir arriver à annihiler cette crise. Mais là, ils n'y sont pas parvenus. Et la COVID-19 étant passée par là, ainsi que l'instabilité politique, ce pays-là n'est pas arrivé véritablement à se relever face à la crise alimentaire. Aujourd'hui, ils sont à un niveau assez aigu. 2 millions de personnes qui sont à un niveau où ils ne peuvent même plus s'alimenter, ils ne peuvent même plus faire leurs besoins primaires. Donc, je pense aujourd'hui que, bon, je le dis toujours, la prévention, c'est toujours très important. Si depuis 2021, on avait pu révéler que, bon, on a besoin d'un certain montant pour pouvoir aider ce pays-là à ne pas tomber dans la crise alimentaire, mais on laisse. Et puis, on arrive jusqu'à 2022 et on décrète un état d'urgence alimentaire assez aigu à l'endroit de cette population-là. Je trouve que c'est difficile. C'est difficile parce que, vous savez, ce pays-là, au prix de l'instabilité politique, n'arrive véritablement pas à produire. Les gens qui doivent investir aussi dans les agropoles et dans l'agriculture et tout, n'y arrivent pas parce qu'ils craignent. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que
le président et ses hommes, il est en train de prévoir une modification des tests constitutionnels d'ailleurs pour se représenter, ce qui n'augure rien de bon pour son pays. Il va falloir créer la stabilité et permettre à ce pays-là de pouvoir véritablement produire ses besoins alimentaires. Je ne pense pas qu'un mendiant sera riche quelque part. On peut vous aider, mais à un certain moment, si vous-même vous n'arrivez à rien faire, vous serez toujours pauvre, vous serez toujours affamé. Le pays rejoint ainsi la liste des pays qui comptent la plus forte proportion de population en situation d'insécurité alimentaire aiguë, comme le Yémen, le Soudan du Sud et l'Afghanistan. Oui, il faut dire que la sécurité est là, mais pas la sécurité alimentaire. Est-ce qu'il y a la sécurité même? Parce qu'il y aura la sécurité, je ne pense pas qu'ils auraient un problème d'insécurité alimentaire. Et moi, quand vous parlez de sécurité, moi je me demande où sont les employés de Wagner, les Russes là, à qui on a fait appel, qui sont au Mali, qui sont en Centrafrique. Moi je me disais que si avec les Wagner ou avec les Russes, c'est une fin en soi. Je vais te donner une petite information. Vous savez, par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on a lancé un concours de recrutement des agents de Wagner. Vous savez, leur émolument font le double de ce que gagne un militaire russe. Et donc, vous comprenez que c'est des budgétivores, c'est un groupe budgétivore, et quand ils arrivent quelque part, c'est pour dépouiller complètement le budget de l'État. Et c'est pour te dire que ce qui se passe en Centrafrique, c'est que quelque part, quelque part, l'argent qu'on pouvait mettre dans la sécurité alimentaire, on le transfère tout simplement dans la sécurité militaire. La garde présidentielle assurée par le groupe Wagner. Par le groupe Wagner. Moi, je me dis que du moment où ils étaient là, donc on ne devrait plus avoir de problème. Ils sont au Mali, mais on a des problèmes. Ils sont en Centrafrique, mais les gens, plus de 70% vivent sous le seuil de la pauvreté. Ça veut dire seulement que les Africains ne savent même pas là où ils sont en train d'aller. Ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont aucun plan de développement. Ils s'amusent juste, donc ils s'accrochent aux autres. Ils croient que le Messie, c'est l'autre, et que le diable aussi, c'est l'autre, qu'ils ne peuvent pas se développer eux-mêmes. Ils n'ont aucune stratégie, ils ne savent pas exactement. Et ils marchent sans repère. Parce que vous imaginez, la Centrafrique, c'est je dirais, un grand pays, entre guillemets comme ça, très riche en sous-sol, avec des diamants, or et assez d'autres minerais. Mais vous imaginez qu'on dise que la Centrafrique, 70% de la population vont vivre d'ici quelques mois sous le seuil de la pauvreté. Et on dit même que la moitié, plus de 2 millions de Centrafricains vivent dans l'extrême pauvreté. Mais vous savez, c'est une injure vis-à-vis du continent africain. C'est une injure. Quelqu'un peut dire que nonobstant les guerres, sous François Bozizé... Oui, c'est pour dire. Ce matin, j'ai écouté Ndongele, celui qui est arrivé en deuxième position. Il a carrément fustigé aujourd'hui la position du chef de l'État. Oui, lui, il est en train de faire de la politique. Ça veut dire que tous ces chefs d'État, et lui-même, y compris, ils n'ont jamais réussi à asseoir le pays, à asseoir sur une certaine paix dans le pays. C'est-à-dire, ça fait des années que la Centrafrique est en proie aux violences et au combat meurtrier. Alors tout cet argent dont on avait besoin ou dont on a besoin aujourd'hui pour construire le pays sur le plan agricole, sur le plan économique, tout cet argent-là sert à acheter des munitions. Et c'est là où se pose le problème aujourd'hui. Quand on parle du Soudan, quand on parle du Soudan du Sud, quand on parle du Yémen, quand on parle de l'Afghanistan, vous savez, en Afghanistan, il y a assez de terres qui sont fertiles, mais qui sont restées inexploitées. Parce qu'il y a eu assez de déplacements. Des gens qui étaient fuyant la guerre ont quitté le pays, l'Afghanistan, pour aller se réfugier dans d'autres pays. Et maintenant, le peu qui reste n'arrive pas à nourrir tout le pays, à couvrir tous les besoins alimentaires du pays. C'est la même chose qui se passe en Centrafrique. Assez de Centrafricains... C'est tout à fait logique parce qu'ils n'ont jamais appris à travailler la terre. Donc, ils sont venus occuper des terres qui ne leur appartiennent pas. Et donc, ils ne savent pas comment c'est clair qu'il y a des problèmes. Il y a beaucoup qui devaient peut-être rester là
exploiter les terres, mais qui pour se réfugier dans les pays voisins comme Gabon, Cameroun et autres. Donc ça veut dire que les Africains n'ont pas de stratégie. Le jour où peut-être la guerre prendra fin dans ce pays, peut-être ce sera un peu le développement agricole. Mais au-delà de tout, les simples pauvretés, c'est dans presque tous les pays africains. Au Togo, il n'y a pas de guerre, mais l'agriculture, et moi je dis l'agriculture est en chute libre. Au Bénin, il n'y a pas de guerre, mais l'agriculture est en chute libre. Les Africains, sur le plan alimentaire, n'arrivent toujours pas. Écoutez-moi, je dis, les Africains n'arrivent toujours pas. En chute libre, ça veut dire quoi? Mais là, je parle de chute libre, ça veut dire que pour le moment, on n'a toujours pas l'autosuffisance alimentaire. C'est ce que je dis. Alors, dans mon pays, nous importons beaucoup de choses. Nous importons nous n'arrivons toujours pas à je ne suis pas dans ce pays. Moi, je suis un des admirateurs de ce beau pays. Mais sur le plan agricole, nous n'avons toujours pas l'autosuffisance alimentaire. On a 60% de terres qui sont fertiles, mais qui ne sont toujours pas exploitées. Qu'est-ce que nous avons? On dit que notre production peut-être céréalière a augmenté peut-être de 3%, mais regardez, de 6%. Mais regardez, nous n'avons toujours pas l'autosuffisance alimentaire. Sinon, le problème de la faim, on l'aurait déjà réglé. On n'arrive toujours pas à régler. Les Africains ne peuvent pas s'en sortir sur le plan agricole. Eric Johnson. Oui, je vais dire ce qui s'est passé hier dans la région des Savanes. Je voulais parler de mardi, 5 juin. Hier, mardi 5 juin, il y a des Ghanéens qui ont traversé la frontière, qui étaient en entente. De l'autre côté également des Burkinabés qui attendaient juste qu'on livre de l'engrais aux cultivateurs togolais qui les revendent tout de suite aux Ghanéens parce que de l'autre côté là-bas, l'engrais est à 35 000 francs. Ce qui s'est passé hier. Hier, il y a eu des informations. C'est vrai que il y a un expert de la Banque mondiale qui a publié une étude, les résultats d'une étude, pour dire que l'agriculture togolaise est en difficulté, etc. Mais quand vous reprenez un peu ce qui a été fait avec les apps, tout simplement, vous allez comprendre qu'au Togo, nous ne sommes pas en insécurité alimentaire. C'est la différence. Autosuffisance alimentaire, lui, pourquoi? Parce qu'il y a des zones encore où les gens ont déserté complètement pour venir en ville faire des choses qu'ils n'ont jamais apprises. Oui, ça, je ne refuse pas. Mais quand je parle de je voudrais dire tout simplement, je voudrais dire, oui, mais la question m'a été posée. Ouais. Je voudrais dire tout simplement que quand nous voulons faire des comparaisons avec notre pays, franchement, le peuple centrafricain doit être en train de pleurer. Pourquoi? Tout simplement parce que ce pays-là a tout. J'ai des amis, des collègues, des camarades qui ont eu à travailler dans ce pays-là il y a quelques années, mais ils sont rentrés, enfin, très bien dans oui, ils étaient à l'aise quand ils sont rentrés, tout simplement parce que tout marchait bien dans ce pays-là. Aujourd'hui, les gens ont créé, je ne sais pas, une situation d'insécurité totale. À partir de quoi? Parce que nous voulons avoir le pouvoir. Tout le monde veut avoir le pouvoir. Vous voulez parler des rebelles. Pourquoi il y a eu ces rébellions? Il faut déjà chercher à savoir. Mais des rebelles quittent... Et la base, c'est le Tchad. Donc on peut savoir peut-être pourquoi. Les rebelles quittent quelle zone? Mais les rebelles sont dans des zones de production agricole, malheureusement pour ce pays. Et quand il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de sécurité militaire dans une zone, comment voulez-vous que l'on fasse de l'agriculture? C'est quasiment impossible. Maintenant, les moyens. Aujourd'hui, vous savez que
ce Ely Johnson, pays-là est sous sanction. Cette question. Ce pays Oui, est sous sanction. Est-ce que le pays Et donc, n'est pas puni par la communauté internationale justement, à cause de la présence aussi des instructeurs c'est là où je venais. Voilà. En fait, ce pays-là qui est sous sanction, parce que vous savez qu'on le dise, que les gens racontent ce qu'ils veulent, mais nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire. Tout le monde a besoin de tout le monde. Autant nous avons, les Européens ont besoin de nos sous-sols, autant nous avons besoin de ces Européens par rapport à leurs moyens financiers. Et donc, ce pays est sous sanction et donc n'arrive plus à s'organiser sur le plan structurel, sur le plan économique pour pouvoir avancer. Et donc, ça agit automatiquement sur leur agriculture. Et donc, quel est leur aliment de base? C'est le manioc. Aujourd'hui, ils n'en produisent plus. Le maïs, ça ne se produit plus. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de moyens pour les agriculteurs, pour les planteurs, etc., d'aller il y a une agriculture de subsistance. Mais pour combien de personnes? Quand le PAM a sorti ce communiqué-là, c'est parce qu'il y a vraiment une alerte. Il faut dire que l'insécurité alimentaire dont on parle aujourd'hui là, elle est criarde. Il faut l'avouer. Si rien n'est fait d'ici quelques mois, vous allez voir que peut-être ce pays-là va disparaître sur la carte de l'Afrique. Le cri du PAM, par exemple, Gabin Adjao, sera écouté par toute la communauté internationale? Bon, si on arrive à mettre les conditions, je pense que la communauté internationale est prête à aider ce pays-là à aider. Mais aujourd'hui, est-ce que Touadéra et ses hommes sont prêts à céder aux conditions des partenaires? C'est la question qu'il faut se poser. Ils peuvent tenir parce qu'il y a aussi la population qui a fait. Vous savez, chacun a son agenda. Et quand vous voyez la posture que prend Touadéra, le monsieur veut se représenter coûte que coûte. Et pour lui, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Il est en train de dire que bon, il a quand même instauré une certaine stabilité entre griffes dans le pays, donc il veut continuer par instaurer cette stabilité-là. Dans une crise politique. Oui, c'est là où j'ai écouté Anis et Georges Dongolé, il y a Martin Ziguélé qu'on reçoit souvent, il y a d'autres opposants qui contestent aujourd'hui le pouvoir. Bon, ils ont toujours contesté depuis l'époque de Ange-Félix Patassé et tout ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Il va falloir véritablement mettre l'humain au centre du développement de ce pays-là pour pouvoir essayer d'aider la population à s'en sortir de la famine criarde dans laquelle cette population-là est en train de végéter. Moi, je dis une chose, 64 millions de dollars pour aider cette population-là à sortir de la pauvreté, je ne sais pas si ça dépasse les organisations sous-régionales ou même la Centrafrique, compte tenu des ressources que ce pays-là a. Ça nous intéresse, cette question. On marque une petite pause puisqu'elle s'impose. On revient pour la suite.